推给我们这个书，你去了那个再给他搬一下，就放在这里。去给他。Bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant tout, au nom de toute l'équipe F2, nous voudrons remercier à votre participation à cet événement que nous avons préparé pendant quasiment 3 mois. Et je voudrais remercier au nom de toute l'équipe F2, tous les participants, entreprises, observateurs, sponsors, partenaires, pour eux, merci pour votre venue. Avant de lancer la conférence, je voulais d'abord faire un film qui est très particulier, qui est le film de allocution du président de Gaulle, qui a témoigné la reconnaissance de la Chine en 1954, 27 janvier, qui est un particulier pour les relations franco-chinoises auxquelles avant tout pays développé, y compris les États-Unis, la France a reconnu la Chine, la République populaire de la Chine, par le président de Gaulle. En fait, c'est cette reconnaissance qui a donné un appui très fort pour le développement de notre entreprise française, ça veut dire les grands groupes, PME, pour le développement en Chine. Donc on va lancer déjà son entreprise. Bonjour à tous et à tous. Pas évident de passer après le général, c'est un honneur. La présentation du cabinet sera très rapide, je vous rassure. Juste quelques slides. Donc le cabinet est Gilran, cabinet d'expertise comptable et fiscale, un cabinet international expérimenté et fiable, au service à la fois des PME et des grandes entreprises en Chine depuis maintenant 10 ans. Une mission qui nous tient à cœur, sécuriser votre profitabilité en Chine. Depuis 2014, maintenant depuis 2014, nous avons un cabinet de services intégrés en Grande Chine, à la fois à Pékin, à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Différents types de services, une palette assez simple, in fine, comptabilité, paye, fiscalité, services d'optimisation et de structuration fiscale, un service de plus en plus fréquent, à la fois malheureux, mais qui peut aussi servir beaucoup de sociétés, audit de fraude et forensique, finance d'entreprise, contrôle de gestion. Les 4 bureaux qui comptent à peu près 40 collaborateurs pour 8 langues. Nous parlons 8 langues, donc l'espagnol, le français, l'anglais, le portugais, bien sûr le chinois, le dialecte chambien, s'il peut être compté. C'est une grande famille en fait, une clientèle qui est à la fois loyale et fidèle et de nombreux partenaires. Un tournant majeur depuis 2014 avec le lancement d'une solution destinée vraiment aux PME. C'est un logiciel de gestion des dépenses et du personnel qui permet d'avoir en fait une information en temps réel et notamment une possible intégration avec des ERP comptables, mais notamment des ERP type SAP, Oracle et TT Boss. C'est une solution simple, efficace, discrète, conviviale, encore une fois propriétaire, qui a été développée par le cabinet en partenariat avec d'autres sociétés pour la maintenance, économique, simple et rapide à mettre en place. Cette solution, en fait, a été développée après 10 ans, après avoir réalisé les sociétés, les PME implantées en Chine ont besoin de transparence et de reporting en temps réel, ce qui n'est pas forcément évident dans notre métier, dans la comptabilité, où vous avez en fait des chiffres probablement 1 mois, voire 1 mois et demi après. Ce système, qui n'est pas un système comptable et qui permet vraiment de gérer les dépenses, et votre personnel vous permet d'avoir l'information le jour même et permet d'avoir une extraction ou une intégration dans un logiciel comptable. Voilà, une introduction très rapide du cabinet. Et nous sommes vraiment ravis d'être aujourd'hui les sponsors du forum Travailler ensemble et j'espère qu'il sera très profitable à tout le monde. Merci.
Christophe pour la présentation. J'étais impressionné par le film de Gaulle, que j'ai oublié de me présenter moi-même. Je suis responsable des grands groupes de l'FTE pour faire des guides crowdfunding pour organiser cet événement avec toute l'équipe qui est présentée parmi vous. Donc, déjà, avant la conférence, je voudrais présenter l'excuse de M. Francis Lanizel, qui est malheureusement retenu à Pékin. Donc, mais il a présenté sa meilleure examination à toutes participants et organisateurs de cet événement. Donc là, je vais lancer la conférence. Le sujet qui est extrêmement important, qui est le cœur de l'FTE, c'est la collaboration entre le PME et grand groupe, une relation gagnante, donnée par Mathieu David, qui est co-directeur de l'FTE cette année. Merci. On va inviter Jean-Michel Christo, qui est le dernier, pas d'être venu sur l'estrade. Jean-Michel remplace Christophe Marchil, qui est revenu en compte. Il avait son rôle ce matin, peut-être qu'on pourra le rencontrer cet après-midi. Alors, j'ai fait un calcul hier, je me suis amusé à faire un petit calcul, 2014 moins 1998, 2014 moins 1993, 2014 moins 2000. Au total, ça fait, et ça s'est rajouté ce matin, 78 ans d'expérience professionnelle sur cette estrade en Chine. Donc je pense qu'on peut avoir des échanges intéressants. La thématique est effectivement grand groupe PME, quelle relation gagnant-gagnant. Donc on va voir, il y a des éléments très différents, parce que j'ai préparé avec chacun d'entre vous cette conversation. Alors, je vous présente les uns les autres. Gilles Paulin. Gilles Paulin, on va se tutoyer, entre français. Gilles Paulin, tu es le fondateur et toujours responsable de DBX. DBX est une agence d'architecture d'intérieur et de construction, ce qu'on appelle en gros français Design Build. Tes clients, alors il y a beaucoup de grands groupes. Il y a Air France, il y a JCDecaux, Van Rothschild, Imeris, il y a la Chambre de commerce et Total. On a l'impression que tu les as toutes. Et tu as aussi des clients à partir de Shanghai, tu as eu des clients aussi au Libéria, au gouvernement des Libéria. Ce qui t'a amené, ce qui t'a amené à créer ça, Maximize, et à développer une autre entreprise dans l'éducation, c'est une tablette éducative pour l'instant. Aujourd'hui, DBX a plus de 100 ans employés. Vous avez servi des clients avec à Chengdu, à Shanghai. Et en Thaïlande aussi, à Londres aussi, je crois. C'est ça. Christophe, tu as déjà très bien présenté le géant. Je ne vais pas répéter beaucoup de choses. Cabinet d'expertise comptable et fiscale, avec 40 employés, je le répète, mais une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu as essentiellement des clients français. Ce qui est intéressant pour le FTE. 70% de vos clients sont français. Les clients sont 100% des sociétés étrangères et principalement investissement français qui font 70%. Vos bureaux ont des bureaux importants en Chine maintenant, Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Je tourne à ma gauche, Cyril Drouin, fondateur et responsable de Bysoft. Bysoft est créé en 2003. C'est 70 employés aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Bysoft? C'est une agence e-commerce qui accompagne les marques dans leur démarche e-commerce. Tout à fait. Je l'ai bien dit. Vous êtes à Shanghai, majoritairement, Hong Kong ensuite, et à Canton aussi. Et ça fait 16 ans que tu es en Chine. Ça fait longtemps. Ouais. D'abord Hong Kong. D'abord Hong Kong, puis Canton, puis Shanghai. Donc le doyen c'est Gilles, 20 ans en Chine, tu as 41 ans, je précise, tu es arrivé à 20 ans. Florian Fraîche, tu es directeur du cabinet Signum International, en particulier sur l'aéronautique, le healthcare, il faudrait parler français, santé, et aussi sur les problématiques plus générales. Tes clients ne sont qu'à moitié français, donc la moitié des clients sont français, donc tu as une grande diversité de tes clients.
Oui, alors l'activité est essentiellement du recrutement par approche directe, ce qu'on appelle communément la chasse de tête, et aussi du conseil en ressources humaines. Effectivement, moi, la moitié de mes clients sont français, si on peut quantifier ça, et surtout des grands groupes, mais quelques groupes un peu plus petits. Et ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as travaillé avec des entreprises différentes. La première est une entreprise qui était présente en France, qui s'est installée en Chine, donc une filiale en Chine, hein, c'est une image totalement différente que la deuxième, qui a été créée ici localement, et qui a été créée par les Français, et puis maintenant une entreprise qui est un peu hybride sur les deux, qui a à la fois des attaches internationales dans le pays et qui est très présente en Chine. Alors, toujours dans les mêmes activités RH, j'ai effectivement eu plusieurs problématiques. La première était d'implanter la filiale d'un groupe français spécialisé dans la mobilité internationale sur Shanghai. Donc c'était il y a 8 ans, on a créé le bureau sur Shanghai. À l'époque, nous avions choisi justement SG Grand comme cabinet comptable. Et ensuite, ma carrière m'a amené à collaborer avec des groupes un peu plus locaux, aussi dirigés par des Français, et maintenant à travailler dans une structure qui est un peu les deux, c'est-à-dire qui est une structure à la fois locale, mais qui a un réseau, notamment en France et aussi à l'international, qui s'appelle CDM International et qui avant était connu sous le nom de Boyden en Chine. On parle de coopération dans gros PME dans cette thématique générale de cette influence, mais là, tu viens de mentionner une coopération PME-PME qui a lieu avec des acteurs sur les strates. Qui est, elle, très rigoureuse aussi, la coopération PME-PME. On va en parler. Finalement, Jean-Michel Pivito, merci beaucoup de remplacer au pied de cet après-midi Christophe. Vous avez dirigé BNP Paribas Chine pendant presque 20 ans, si je ne me trompe pas. Vous êtes désormais aussi impliqué dans Planète Finance, qui est le fonds de microcrédit de Jacques Attali, et aussi au sein de XPM, qui fait du management de transition. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle vous êtes intervenu ce matin, vous êtes président de CCE Chine. Donc vous serez le représentant des grands groupes et le représentant aussi de ce qui s'est passé en Chine, puisque vous avez 20 ans d'expérience en Chine en coopération avec un grand groupe PME. J'ai juste la section chez les conseillers, comme je disais ce matin, nous sommes 110, hommes et femmes. Il y a à peu près la moitié de représentants de grands groupes. L'autre moitié sont des PME, ETI, entrepreneurs. Alors, première question à Gilles Collin. Pourquoi un grand groupe va choisir DBX alors que, je vais faire la quotidienne, vous trouvez beaucoup moins cher en Chine? Déjà plusieurs raisons. Un, c'est qu'on ne trouve pas forcément beaucoup moins cher et qu'un grand groupe veut un bon service. Et je pense que ce que DBX, ce que SG Brand, ce que Florian rapporte, c'est un service très particulier qui est fait sur mesure. Et je crois que ici, beaucoup de grands groupes français l'oublient, mais la connaissance qu'on va prendre, par exemple, prenez deux grands groupes, Danone, que les Chinois vont connaître, parce que c'est un produit de consommation, et prenez JCDecaux, qui est strictement inconnu par les Chinois. Vous demandez à un architecte, n'importe quel architecte chinois, connaît-il JCDecaux? Non. Donc vous allez devoir passer par un entrepreneur français, il va devoir expliquer à ses employés, à son équipe, voilà, ce qu'est JCDecaux, c'est le niveau mondial, etc. Et donc vous apportez un service, vous apportez vraiment du sur-mesure, vous aidez le grand groupe à se faire connaître votre équipe, et donc vous aurez forcément un meilleur service qu'une entreprise lambda chinoise qui ne connaîtra pas votre nom. Mais comment faire ressentir ça en groupe? Comment faire ressentir ça, cette qualité de service avant de travailler avec lui? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que nous sommes souvent face à des CEO qui nous disent gentiment oui, vous voyez ça avec ma secrétaire, ou qui pensent justement que l'entreprise étant connue n'ont pas vraiment besoin d'un service sur mesure, n'importe quelle personne pourra faire ce service. Et voilà. Donc il y a un problème aussi, toujours un problème de prix, où beaucoup de groupes se concentrent sur le prix au lieu de se concentrer sur le coût et sur les services que l'on apporte, qu'une PME va apporter parmi nous. Ce que tu me disais aussi, c'est qu'une fois qu'on rentre auprès d'un grand groupe, en général, le parcours reste et on se développe avec ce
ce grand groupe, cette ETI, c'est une entreprise intermédiaire. Voilà. Forcément. Encore une fois, je pense que nous avons tous ici une volonté de service qui est très française. Le bon service, c'était qu'on réussit à rentrer et qu'on est supérieur à mon groupe. Généralement, on y reste. On y reste parce qu'on veut se battre, parce qu'on donne un service qui est supérieur à nos compétiteurs, parce que nous sommes, un, plus engagés, deux, nous connaissons mieux le produit, et trois, en tant qu'entrepreneurs, nous faisons de notre mieux pour que nos équipes véhiculent cette même comment dire, navigation, ou du moins ce même service à nos clients. Ça me permet de rebondir avec Florian. Au cours de la préparation qu'on a faite de la conférence, tu nous disais que finalement, être choisi par les grands groupes, c'était pas du favoritisme. Et c'était encore plus compliqué en fait, de trouver des embauches. Moi, je pense un petit peu comme X, c'est-à-dire que les grands groupes français ont une certaine singularité. Il a cité J.C. Decaux, qui n'est pas forcément connu en Chine, mais qui est très influent et présent en France. Et ça se retranscrit dans l'ADN de la marque ou du groupe ou des services. Et donc, pour comprendre effectivement la culture d'entreprise, rien de mieux que quelqu'un qui a la même culture. Dans les ressources humaines, c'est flagrant. Si tel groupe, comme Danone ou L'Oréal, ont une culture d'entreprise qui va au-delà des mots, si on arrive à la comprendre, forcément, dans le recrutement, on donnera des gens qui sont plus adaptés à ce qu'ils veulent. Donc, moi, ce que je constate, c'est cette singularité et le fait qu'en ayant la même culture, en parlant le même langage, on peut mieux la comprendre et mieux délivrer le service. Et ça, c'est un peu où les décisionnaires sont français ou étrangers. Donc, sur le favoritisme, souvent, en tant que prestataire de service, on a affaire à de l'anti-favoritisme. C'est-à-dire que comme on est français, on est supposé, enfin, il y a une présupposition comme quoi on va être favorisé puisqu'on est français, que la boîte est française. Donc on va avoir à faire encore plus de sélection vis-à-vis des équipes. Donc c'est pas du favoritisme, c'est parce qu'on présuppose du favoritisme, on va avoir à faire un process qui va être encore plus saignant pour nous et encore plus difficile. Mais à la limite, pourquoi pas, puisqu'on y arrive. Mais parfois, justement, ce favoritisme présupposé fait qu'on est écarté, alors que ça devrait peut-être être le contraire. Voilà, j'ai un client qui me disait que sur l'Inde, par exemple, il avait eu affaire à ça dans l'automobile, parce que c'était un sous-traitant français pour une grosse société française. Il avait eu à passer des audits encore plus difficiles que les concurrents. Finalement, il est rentré, mais ça a été plus difficile pour lui. Moi, je tiens à rebondir un peu sur ce que Florian disait. Dans ma carrière ici, j'ai souvent entendu cette phrase. Écoutez, il va falloir au moins que je puisse expliquer à mes équipes pourquoi j'ai choisi une boîte française. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, et je pense que c'est une méconnaissance de la culture chinoise, parce que les équipes comprennent très bien qu'on peut utiliser une boîte française qui emploie en plus, généralement pour les PME, des Chinois en majorité. Et s'ils sont satisfaits, c'est bon. Et même s'ils sont pris légèrement plus cher, ça passera toujours avec les équipes. C'est un autre type de management. Malheureusement, si on reprend le même management français et on essaie de l'appliquer là-dessus, ça ne marchera pas. N'importe quelle personne, n'importe quel DRH, même l'équipe d'achat d'un grand groupe, si le patron dit je veux qu'on prenne une boîte chinoise, une boîte française, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont tel service, ils s'acquiesceront. Ils iront par contre, ils malmeneront les prix, mais ils acquiesceront, et c'est ça qui est important. Je pense c'est ce discours qui doit être mené par les grands groupes pour leur dire écoutez, qu'on a une chose, donnez-nous vraiment, arrêtez d'en parler, faites-le. Et vous verrez. Vous avez raison, c'est surréaliste. C'est un groupe franco-français qu'il faut absolument casser. Les Japonais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'état d'âme. C'est vrai que les Japonais, pour qu'on pénètre jamais le groupe japonais, c'est quand même entre eux. Les Allemands, c'est un peu pareil. Les Anglo-Saxons, c'est un peu plus ouvert. Et nous, c'est l'inverse. Ah non. Alors, vous êtes français, donc voilà, il faut casser ceci d'emblée. C'est absurde. Alors, surtout pas le temps qui court. La crise est suffisamment violente depuis 2008, l'Europe est suffisamment touchée
marché, la France en particulier, ça va durer encore quelques années malheureusement. Il faut que les sociétés, on le disait ce matin, travaillent avec les sociétés françaises. Évidemment à compétences égales, évidemment à coût comparable. Mais c'est plus facile quand on est à ce stade d'évaluation, c'est pas simple. Il faut vraiment casser cette mentalité tous autant que nous sommes. Donc c'est vraiment une question existentielle. Cyril ? Il faut. Partager le micro, déjà pas mal. Nous, on ne constate pas ça en fait, du tout. Nous, dans le service digital et e-commerce, on ne constate ni de favoritisme, ni d'anti-favoritisme, clairement. Puisque nos concurrents sont quasiment tous gérés par des Chinois, managés par des Chinois, même quand c'est des boîtes étrangères. Nos interlocuteurs sont quasiment tous chinois, sauf le CEO, qu'on voit une fois, puis qu'on ne voit plus jamais. Donc les décisions, finalement, elles sont prises par les équipes en dessous. Les équipes opérationnelles. Les équipes opérationnelles aujourd'hui avec les marques qui en travaillent, elles sont toutes chinoises. Toutes chinoises. Et on a un problème de coût, il faut être très réaliste sur les boîtes étrangères. Pourtant, moi je suis le seul l'AOI de l'agence, donc a priori. Mais on en parlait tout à l'heure, on paye des taxes, on déclare nos employés, etc., etc. Donc dans les métiers du service, ça fait une grosse différence. Quand vos charges sont à 80-85% du salaire, forcément, si vous rajoutez les charges sociales, forcément, vous êtes beaucoup plus cher qu'une boîte chinoise. Donc nous, on constate vraiment, on ne constate pas qu'il y ait favoritisme ou pas favoritisme. En général, ils nous ouvrent la porte parce qu'ils se disent peut-être qu'ils sont entre les deux, ils sont à moitié chinois, à moitié étrangers, donc ils nous la porte. Mais à la fin du fin, il n'y a ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire si on passe parce qu'on va être meilleur sur la négo, on passe parce qu'on va être meilleur sur le service ou meilleur sur les idées qu'on apporte à la boîte. Voilà. Ça va être pareil en architecture, on était plus créatif, effectivement, nous aussi, qu'une boîte chinoise de base. Mais sur le coup, typiquement, il y a une vraie barrière. Et moi, ce que je constate, c'est que la boîte soit française ou pas aujourd'hui, c'est un des drivers principaux. C'est vraiment un des drivers principaux d'une boîte française. Elle va chercher en Chine un prestataire qui lui amène le meilleur rapport qualité-prix, quelle que soit la nationalité du prestataire en question. Cyril, tu me parlais hier quand on faisait la conférence que tu pratiquais ce qui est souvent suggéré par le gouvernement français, chasser en meute. Tu as des partenaires et tu copies, tu t'associes avec eux pour gagner des contrats. Effectivement, nous c'est assez fréquent, on copie beaucoup, parce qu'on est sur une partie de la chaîne de valeur de l'e-commerce, mais il y a des gens qui sont à côté de nous, typiquement des intégrateurs ERP, typiquement des gens qui font du branding dans nos métiers, etc. Et on va copitcher beaucoup. On copitche aussi parce qu'on est petit, et on va copitcher avec les gros. Il nous arrive très fréquemment de copitcher des très grosses agences. Donc des agences monstrueuses, que la française ou pas. Donc ici, Publicis très bien implanté, il y en a d'autres, le PP est là, très très bien. On va copitcher avec ces gens-là. Et ça, c'est parce qu'on est trop petit. Et il y a beaucoup de grosses boîtes, y compris françaises, qui nous disent vous ne rentrez pas dans des cases. Ils ont des grilles d'achat, comme il y a des grilles d'achat en France aujourd'hui. Et on ne rentre pas, donc on va être obligé de copitcher parce qu'on ne fait pas les 100 millions de chiffre d'affaires nécessaires pour rentrer sur le projet. Français ou pas, ça n'a aucune importance. Le purchasing manager nous dit bye bye. Donc là, le seul moyen, c'est pour une PME, le seul moyen, c'est de copitcher. J'ai l'impression qu'il y a la même problématique chez vous, c'est Gigant. Christophe, vous recevez du business de la part de grands groupes qui vous recommandent. Tout à fait, oui. Ça peut paraître un peu étrange, si vous voulez. Nous travaillons avec des grands cabinets d'audit. Pourquoi? Parce que dans ce métier-là, vous avez un principe d'indépendance. Si vous certifiez les comptes, vous ne pouvez pas faire la comptabilité. Et effectivement, après, je dirais, 6-7 ans, ils sont devenus un peu prescripteurs de nos services. Ils ne peuvent pas les prescrire directement, encore une fois, pour des problématiques d'indépendance. Mais ils souhaitent travailler avec des cabinets qui apportent une qualité, qui apportent une fiabilité, avec lesquels ils peuvent communiquer et surtout avec lesquels le siège puisse communiquer directement. Ça permet de ne pas avoir de rupture depuis l'Europe jusqu'à la Chine. Et ça, forcément, ça facilite leur travail. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous sommes impliqués avec les grands groupes, mais nous ne vendons pas directement de services aux grands groupes, éventuellement sur des missions ponctuelles. Par contre, du côté de nos clients, c'est beaucoup plus important. La plupart de nos clients, en tout cas, il y a des clients historiques, sont venus avec les grands groupes. Les grands groupes avaient besoin de fournisseurs de qualité et les ont fait venir avec. Ensuite, je pense qu'il y a une autre problématique qui est vraiment la coopération de ces grands groupes et le partage
des best practices. Oui, c'est thématique quand j'ai parlé avec chacun d'entre vous. Le partage des best practices, je ne sais pas si vous en parlez au sein des CCE, mais l'ensemble des PME qui sont autour de cette table, et peut-être dans la salle, souhaitaient partager les best practices des grands groupes à toutes les PME. Alors, ça va être un peu idéaliste, mais peut-être les grands groupes pourraient partager les best practices pour avoir des prêts en Chine, par exemple, des prêts bancaires. Oui, d'abord, les grands groupes, ils sont. Ça leur a pris du temps. Si on parle de la gouvernance, les jours évolutifs, les normes déontologiques, ils ont mis des années avant de se structurer les grands groupes. Donc, oui, non, si les sociétés plus modestes, moyennes, souhaitent, à l'échelle de la Chine, rencontrer les dirigeants de ces grands groupes qui appliquent les normes mondiales du groupe en matière de pratiques idéales, anytime, c'est aucun problème. C'est surtout la gouvernance qui prend du temps et qui est complexe. Mais quelle plateforme permet de rencontrer justement quelle plateforme? À travers quelle plateforme on rencontre Alors c'est je prends un exemple. En tant que banque, on a des sessions de formation, des séminaires un peu partout en Asie, en Europe. Banque d'affaires, c'est plutôt Londres, auprès de nos contreparties chinoises. Donc les grandes banques chinoises, les régulateurs, la People's Bank, la CEB, etc. Et le fonds souverain. Et on leur ouvre les livres en matière de pratique. Ça n'a rien de confidentiel. Et ces contreparties chinoises n'ont pas atteint, loin de là, encore le niveau des grands groupes internationaux. Donc, comment on le fait pour ces contreparties, ces clients chinois? La moindre des choses, c'est d'ouvrir les mêmes livres aux sociétés franco-françaises de taille moyenne, bien sûr, au contraire. Il faut simplement cibler, on ne peut pas appliquer, vous savez, les bouquins de gouvernance, déontologie, best practice, même, c'est masse. Il y en a beaucoup trop ainsi. Si hier, encore une fois, on discutait de la conférence, on disait que finalement, les grands groupes, je ne sais pas ce qu'ils font en Chine. Je ne sais pas ce que fait, je ne vais pas citer des noms, mais les grands groupes, certains, on se demande qu'est-ce qu'ils font comme business en Chine. On s'aperçoit en les connaissant, en rentrant dedans, qu'ils font des activités qu'on ne connaît pas. C'est assez fréquent en fait. Un JC de cause typique. Ok, ils font de l'affichage, mais ils font plein d'autres trucs en Chine. Ils font plein d'autres trucs. On s'aperçoit que Danone, ou Andros, que l'on connaît bien, ils livrent des produits qu'ils ne livrent pas du tout en France. Ils sont actifs ici, qu'on ne soit pas du tout autre part. Et nous, non, mais il faut sortir le dimanche. Ouais, même en sortant le dimanche, on ne sait pas ce qu'ils font. On n'est pas tout à fait au courant des activités que fait un pôle ici. Oui, il fait plein de trucs. Vinci fait des choses ici qu'il ne fait pas en Europe. Donc on a vraiment, nous on a un problème de communication avec ces gens-là. Vraiment, ils communiquent peu, très peu ces gens-là. Et nous on a du mal à arriver à trouver les bonnes personnes à l'intérieur. C'est très complexe en fait. Oui et non. N'importe quel grand groupe français dans ce pays, il n'a pas 300 000 personnes. Il en a 3 400 000. Vous connaissez les dirigeants. Il y a assez peu de dirigeants étrangers. Il y en a quelques-uns qui sont très identifiés. Bon, la section Chine des conseillers, on est censé conseiller l'État français, c'est pour ça que ça s'appelle Conseil de commerce extérieur de la France, et attirer les investissements de nos pays de résidence, de nos 56 pays sur la France, parce que création de valeur, création d'emploi. Ce sont les numéros 1 de ces groupes. Et à nouveau, vous avez compris tout à l'heure, on a la moitié de représentants de conseillers qui sont dans ces grands groupes. Non, on les connaît. Si vous avez des difficultés, on a un bureau de 15 personnes, il y en a 2 présents au premier rang, les cravates rouges, et on vous donnera les éléments d'appréciation. Il n'y a pas de raison, en plus, tout est sur site, sur Internet. Non, mais votre propos est intéressant, me surprend légèrement, parce que vous citez Vinci, c'est intéressant Vinci, parce que Vinci, vous avez acheté Bouygues, c'est justement 2 grands groupes français dans le génie civil, ingénierie, qui sont très peu présents en Chine, parce que les Chinois ont peu besoin de ce genre de prestations et de services, contrairement à Hong Kong, où ils sont encore actifs. Je vous donne un exemple. Un intervenant, enfin un participant, venait aux conférences et me demandait est-ce que le Crédit Agricole est en retail, comme en France. Donc effectivement, certaines personnes ne savent pas qu'est-ce que la BNP Paribas fait en Chine. Rien. En
fidèles, rien. Les banques étrangères représentent depuis 2008 moins de 2% total des actifs des banques chinoises. C'était 2,3, c'est 1,7. On ne compte pas. Citibank, Bank of America, HSBC, Standard Chartered, quelques réseaux dits détail, c'est-à-dire qu'ils ont 100-150 agences versus 22 500 pour SBC. BNP Paribas ne le fait pas. Il y a une participation de la Bank of Nanjing qui fait les priorités dans la région de Jiangsu. Mais non, le sujet est c'est vrai pour les assurances étrangères. Il y a des secteurs entiers que les autorités chinoises se réservent à elles. Ce qui se conçoit. Un pays encore en forte croissance, en fort développement, et donc c'est sensible. La communication, c'est sensible. On ne parle pas de limite. Donc là, c'est pas fait pour nous. Mais on a des niches, hein. On gagne de l'argent, la preuve. Donc non, on arrive peu à peu à trouver des niches ponctuelles, mais oui, c'est un peu la problème. Pour être équitable, il y a une banque française prioritaire, c'est la Société Générale, avec 8 banques. Mais c'est rien. C'est rien. C'est rien. Il y a 8 succursales, c'est rien ça. À nouveau, Standard Chartered, je crois que c'est 125, c'est rien. Pour revenir sur la thématique, c'est ce que Cyril, sur quoi il insistait, c'est qu'on ne sait pas vraiment les activités en Chine de ces sociétés qui sont différentes de celles des activités qu'elles ont en France. Mais moi, je ne crois pas que le problème soit sur l'information. On a accès à l'information. D'ailleurs, les Chinois, eux, savent ce que font les boîtes françaises. Ils le savent beaucoup mieux que certains d'entre nous, apparemment. Non, le problème, c'est pas l'accès à l'information. L'accès à l'information, on peut l'avoir via Internet, via les CCE, via les réseaux. L'information là. Le problème, c'est de rentrer pour travailler avec ces groupes. Si on veut savoir ce que fait Vinci en Chine, en une journée, on peut savoir où sont les bureaux, qui sont les dirigeants, etc. Donc pour moi, ce n'est pas l'information, c'est vraiment le process de sélection des partenaires sous-traitants, aussi bien produits que services. Lequel est-il maintenant et comment on peut l'améliorer pour les PME? Voilà. Et au niveau des prix, je voulais dire quand même quelque chose. Je ne suis pas d'accord au niveau des prix. Je pense que les PME françaises ont des prix tout à fait compétitifs sur le marché chinois. Ça dépend à qui on vous compare. Par exemple, en tant que consultant RH, j'ai des collègues qui sont chinois, hongkongais, américains, etc., qui ont exactement les mêmes prix que moi, voire plus élevés en fait, et qui ne sont pas français. Donc ça dépend à qui on vous compare. Si on vous compare à un bon consultant, les prix sont les mêmes. Si évidemment on vous compare à un consultant lambda qui a 2 ans d'expérience, qui est chinois ou de n'importe quelle nationalité, évidemment les prix sont différents. Mais il faut savoir de quoi on parle. Sur un même niveau de qualité, les prix sont les mêmes, voire plus compétitifs, parce qu'on a envie de travailler avec les boîtes françaises. On disait tout à l'heure que 50% de mes clients étaient français et 50% non français. J'engage pourtant plus d'énergie à essayer d'avoir des clients français. Donc sur les prix, pour moi, il faut savoir aussi à quel niveau de service on parle. Enfin, peut-être qu'on n'est pas dans le même business, mais sur du consulting, je suis désolé, un bon consultant chinois, c'est le prix d'un bon consultant international en fait. Voilà, je sais pas si. Nous, en un métier, on fait beaucoup d'opérations. Sur l'opération, tout ce qui est ce qu'on appelle du BPO en anglais, c'est très très différent puisqu'on opère à la fois du digital, du warehousing, du fulfillment, on opère de la technologie. Et là, on n'est pas sur un métier de conseil, on est sur des gens qui réalisent, sur des gens qui exécutent. Et là, typiquement, qu'on soit français ou pas, la boîte en face de nous, même si elle est française, elle va chercher un rapport qualité prix. Elle ne va pas chercher le consultant qui va bien pour remplir la mission. On en a 2, 3 ou 5, mais tout le reste, ça va vraiment être de l'opération. Que ce soit digital, encore une fois, ou techno, n'importe quoi. Donc à la fin du fin, le coût, il est important. Le coût est important, mais je suis d'accord avec toi sur la partie. Identifier les gens, c'est une chose, les atteindre et comprendre quand est-ce qu'il y a des marchés, quand est-ce qu'il y a des lots, quand est-ce qu'il y a des choses qui sortent. Ça, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut la veille quasiment permanente. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous appeler toutes les marques de retail tous les jours. Et si elles ne nous contactent pas quand elles ont un projet, il y a des fois on passe à travers le projet. Et ça c'est un peu dommage parce qu'ils nous identifient, parce que enfin, moi je suis français, donc même si je suis le seul français de la boîte, on est identifié comme une agence avec une partie française. Et ils pourraient nous identifier, bien regarder dans le monde où il y a ça. Et c'est pas le cas aujourd'hui, clairement c'est pas le cas. À l'inverse, il faut que les sociétés de taille petite, moyenne, modeste soient identifiables. Et
On fait beaucoup de les en tête. Et donc, à la limite, il faut faire circuler ces listes, les actualiser, remettre un filament. Il n'y en a pas des dizaines de millions de sociétés françaises modestes en Chine. Donc, il faut vraiment qu'elles soient très présentes. Ce forum y est nécessaire mais insuffisant. Au-delà. Tout à fait. Alors après, il y a aussi autre chose que nous, on constate, c'est que les appels d'offres ou les projets sont en général faits par, encore une fois, ce qu'on appelle chinois. Et eux, ils ne s'identifient pas forcément. Donc là, on est dans un autre domaine encore. C'est encore autre chose. C'est qu'un très grand groupe avec lequel on va bosser, un retailer, je ne sais pas, qui a 2000 magasins en Chine, forcément, toute la partie digitale, elle n'est pas gérée par le CEO. Pour lui, c'est un des leviers de vente. Et donc, ça va être son manager chinois qui va aller regarder quelles sont les agences avec qui il va pouvoir bosser, Stade Paris-Marche, des choses comme ça. Et lui, clairement, nous, notre site, il n'est même pas traduit en français. Ça ne nous intéresse pas, puisqu'on travaille des gens en anglais, mais finalement en chinois. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, le réseau là-dessus, le réseau français, peut aider à l'identification, effectivement. Il y a une plateforme que tu utilises, c'est les relations avec la chambre de commerce, notamment à travers des formations. Tu me disais que ça marche très bien. Les formations e-commerce, à Canton il y a pas longtemps, à Pékin il y a le mois dernier, je crois. Ouais, on fait beaucoup de formations. Nous, on a beaucoup de relations avec la chambre de commerce européenne, allemande, australienne et française. Et là, on est en train de rentrer la chambre de hongkongaise. Et effectivement, ce sont des très bonnes plateformes. Très bonnes plateformes pour arriver à toucher les gens de la communauté en question. Voilà. Mais je compare un peu avec l'Allemagne, on connaît un peu pas mal. Les Allemands, ils chassent en meute, c'est vraiment le cas de le dire, nous on les connaît bien. Et souvent, les grands groupes allemands apportent dans les projets qu'ils vont faire avec les boîtes chinoises sur certains lots des PME allemandes. Et ils ne se posent pas la question, ils répondent au nom du groupe complètement, c'est-à-dire que Bosch leur répond au Bosch. Mais derrière, ils vont apporter des PME allemandes qui sont ici, ou des fois qui ne sont même pas ici, qui vont répondre sur certains lots. Et eux, par contre, vont pitcher sur la totalité. C'est eux qui vont prendre le contrat, et derrière, ils vont outsourcer ou sous-traiter à ces gens-là. Et moi, je ne le constate pas sur la base française. Puisqu'on parle des Allemands, je vais prendre un cas dont tu as parlé, Félix, qui est un cas de chasse en meute. Tu as copitché avec une entreprise qui est française. D'ailleurs, je crois que François Hollande a visité en France. Et tu as copitché, tu les as soutenus dans des démarches en Chine. Tu peux nous en dire plus? C'est une entreprise qui est basée à Canton, qui s'appelle Lucibel, qui est dans l'éclairage. Et ils sont venus nous contacter parce que nous étions français, justement, dans le design et dans la construction, avec des solutions qui étaient très bien. Mais un peu chères. Ceci étant, elles étaient vraiment très bien. Donc, de la part d'une entreprise française, notre travail, c'était vraiment de les aider. Notre responsabilité, c'était de les aider et de les mettre dans nos pitch, quitte à les placer, parfois notre décision, mais quitte à les placer non pas en option, mais en choix principal. Et en leur laissant l'occasion de venir nous expliquer en face du client, voilà quelles sont les bonnes solutions. C'est passé parfois, ça a raté des fois, mais je pense que c'est le commitment, ce que nous devons faire en tant qu'entrepreneurs, c'est vraiment d'aider les PME qui viennent nous voir. Et c'est là où, quelque part, je serai un peu dans des différentes séries. Je ne pense pas qu'on puisse demander aux grands groupes d'aller chercher quelles sont les petites boîtes, ou quelles sont les PME. Je pense que ce qu'on peut leur demander, c'est plutôt de nous ouvrir les portes, de vraiment arrêter cette espèce d'antifavoritisme. Mais c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous d'aller nous présenter, et c'est à eux de dire, que vous êtes français, paf, je vous donne 10 minutes dans votre pitch. En plus là, vous avez aidé en plus une grande boîte, puisque si mes infos sont bonnes, Lucibel dépend en fait de chez Schneider Electric. Donc en plus vous avez aidé une grosse boîte à faire du business. En fait. Mais là c'est intéressant, on parle d'une filiale. Hein. Et donc en fait la politique avec les filiales et le siège, le grand groupe qui détient la filiale est même différent. C'est qu'avec, tu me parlais de filiales dont vous vous occupez, parce que le siège actif va travailler avec les suivants. Effectivement, dans notre métier, c'est quand même assez sensible si les comptes sont mal faits, les déclarations fiscales sont mal faites, il peut en découler des risques très importants pour les représentants légaux. Donc, c'est là aussi où les cabinets de prescripteurs, dont la clientèle est basée en France, des clientèles de multinationales, mais qui désirent investir en Chine avec une filiale de taille moyenne ou petite, désirent s'assurer que toute la partie chiffre et déclarative est faite correctement pour éviter de mal démarrer, pour avoir des bases solides et vraiment pour grandir organiquement. Dans votre métier d'audit,
comptable, contrôleur, l'aspect culturel est fondamental. X-Men Partner, je suis un des fondateurs en Chine, pourquoi on s'est adressé à ce gigant? D'abord parce qu'on connaît Stéphane Blanc, notre patron propriétaire, et on connaît, donc on est en confiance. Et en confiance, il faut auditer ses propres comptes quand on démarre une bouffe avec ses kilos, c'est majeur, pas s'adresser à un groupe américain. Alors après, il y a une question de coût. Mais il n'y a pas 50 gigants sur le marché, on ne peut pas se tromper, si vous voulez. Et donc l'aspect culturel, c'est la langue, c'est le background, c'est je peux vous appeler dans la seconde s'il y a quelque chose, et réciproquement. Donc dans votre métier, quelque part, c'est simple. Je comprends que 70% de vos clients sont français. Dans le vôtre, vraiment, c'est un peu différent. Il y a un cas très précis qui est la détection de la fraude. Là, la confiance est établie de ce que vous êtes français et la connaissance est établie de ce que vous êtes locaux. Vous bénéficiez effectivement d'une expérience d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, avec notamment Stéphane, le fondateur du cabinet, qui nous permet vraiment de bien comprendre les rouages et les mécanismes derrière la comptabilité et toute la fiscalité chinoise, et qui nous permet de détecter assez rapidement les zones de risque dans les sociétés étrangères. Aujourd'hui, si vous voulez, on a encore la chance, en Chine, les mécanismes de fraude sont relativement simples. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais c'est des choses qui peuvent même des fois choquer, et des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre, parce qu'en Occident, ça serait impossible. Si je prends par exemple un exemple d'une société européenne qui voulait faire une acquisition en Chine, et pour laquelle il devait y avoir une due diligence, dont notamment une prise d'inventaire, ce qu'on appelle un stock take. La méthode qui avait été utilisée, donc forcément, avant l'acquisition et avant la transmission des chiffres à l'acquéreur potentiel, c'était de gonfler les stocks en partie. C'est bien de gonfler les stocks, mais s'il y a effectivement une vérification physique des stocks, c'est un peu plus difficile à cacher. Ce qui avait été fait tout simplement, c'était des stocks avaient été empilés en hauteur avec un trou béant au milieu. Donc en fait, les auditeurs sont venus au début, ils n'ont pas impliqué, c'était juste les auditeurs internes, donc ils ont fait un comptage rapide, et ils se sont dit c'est quand même un peu étrange par rapport à l'activité de la société. Et après, bien sûr, ils ont réalisé qu'il y avait quand même une grande partie du stock qui était manquante. C'est effectivement, c'est un des cas, on a malheureusement de nombreux cas à citer qui sont tous différents et malheureusement plus excitants les uns que les autres. Mais c'est des choses, si vous voulez, qui devraient être évitées, qui pourraient être évitées de manière relativement simple. Si vous en parlez à vos clients, avant qu'ils vous posent des questions, vous allez les mettre en garde. Tout à fait. Faites une liste de tout ce qui est baroque dans ce pays, donc des pays plein d'imagination, il y en a d'autres qui sont à la fondée de Madame. Donc il faut les rajouter à votre liste. Et d'ailleurs, c'est pas que les PME et les ETI qui ont récupéré leur provider, puisque Caterpillar a racheté une société qui, en fait, ne valait pas exactement le prix. Tout à fait. Caterpillar, en Chine. Je ne connais pas bien le cas de Caterpillar, on connaît d'autres cas que malheureusement je ne pourrais pas citer. Mais effectivement, c'est des choses qui sont trop fréquentes. Au niveau des multinationales, mais également au niveau des PME. Au niveau des PME, les coûts, les sommes peuvent être moindres, mais il peut y avoir un impact très important. Pourquoi? Parce que dans la fraude, si vous voulez, ce qui vous coûte le plus cher, ce n'est pas forcément l'argent que vous allez perdre, ou éventuellement l'argent qui est déposé ou qui est laissé, on va dire, dans certaines administrations. C'est plus les pénalités. C'est les pénalités du gouvernement qui peuvent être très très fortes, qui notamment peuvent engranger des conséquences pénales. Pour le représentant légal, avec la États-Unis aussi. Pardon. Aux États-Unis aussi. Le droit des affaires pénales. Également aux États-Unis. Dernier point, c'est commun à toutes les PME, c'est les délais de paiement. Vis-à-vis des grands groupes et bien seulement, notamment entre elles. Quelle est votre expérience qui veut parler de ces difficultés qu'on a quelquefois avec les grands groupes? On les a tous, c'est nos difficultés. Je pense qu'on les a tous dès qu'on travaille dans un grand groupe, on a des problèmes de délai de paiement. Que ce soit en Chine ou à l'étranger d'ailleurs, ça ne change rien. Nos clients sont en Hong Kong, à la limite, un peu l'étranger, mais la Chine c'est pareil. Ce qu'on constate beaucoup en Chine, nous en tout cas, si je compare un peu avec Hong Kong, c'est
méthode un peu compliquée dans le cadre des contrats. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat, mais qu'en général, on en demande plus au milieu. Et qu'une des conditions de faire ou de pas faire, c'est d'être payé à la fin. C'est quand même assez fréquent avec les grands groupes. C'est très fréquent avec les groupes chinois, c'est quasi systématique, mais on le sait. C'est un peu plus choquant quand c'est un groupe français. C'est un peu plus choquant parce que ils sont un peu moins tricky peut-être que les Chinois, mais pas forcément. Moi j'ai trouvé ça un peu choquant dans certains groupes français très connus qu'au milieu du contrat, on mette en cause les conditions du contrat et dont la remise en cause en fait conditionne le paiement à la fin. Alors vous, quand vous avez des PME en face, en gros, vous serrez les dents, mais vous n'avez pas beaucoup de levier. Et surtout qu'en Chine, on est sur des projets qui peuvent être assez considérables en termes de volume, et où les opérations peuvent enfin, on parle de millions d'euros et demi, donc à un moment donné, voilà, on n'est pas sur une conseil à 30 ou 50 000 qui n'a pas d'impact. Si on n'est pas payé par le groupe des stocks qui nous a envoyés, c'est très très compliqué quand même, à la fin. Vous avez beaucoup d'impayés? On n'a pas tant d'impayés que ça, à la fin du fin. On a beaucoup de il faut qu'on s'arrange. On a beaucoup de il faut absolument qu'on fasse pression vraiment une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois pour avoir le paiement. Ou il faut. Alors, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est que on sait, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on garde des leviers en fait, avant d'avoir les paiements. Alors typiquement, des leviers dans le métier, c'est les reporting, ça va être le code des logiciels qu'on livre pas au client, on n'est pas payé, etc. etc. N'empêche que si on ne fait pas ça, on sait très bien, que le constat français ou pas, qu'on a un problème de paiement à la fin. Tu as soulevé le problème de financement, ce qui est un problème relativement important qu'on voit beaucoup dans notre métier, surtout auprès des PME. Le financement en Chine est quand même relativement difficile. Si vous voulez enregistrer une société aujourd'hui, ça vous demande au minimum un capital entre 100 000 et 200 000 euros pour qu'elle soit approuvée relativement rapidement et pour que vous ayez un fonds de roulement suffisant pour pouvoir tenir, on va dire, de 1 à 2 ans. Vous avez évoqué le poids, si vous voulez, des banques étrangères en Chine, qui indirectement signifie aussi qu'il y a des problématiques de financement de la part des grands groupes et des grandes banques en Chine, auprès des grandes banques étrangères en Chine, lesquelles se font en général par des garanties au niveau du siège. Pour une PME, c'est impossible, surtout si vous êtes un entrepreneur en Chine. Et donc aujourd'hui, les possibilités de financement, je pense, sont assez méconnues en Chine. On a notamment BPI et éventuellement la COFAS. Je me demande s'il n'y a pas d'autres moyens de financement, outre le fait justement de réduire les délais de paiement au niveau des grands groupes. Notamment le financement du PSR des entreprises. Si vous apportez plus de fonds propres au départ, à vous aider, vous faites des profits plus rapidement que vos concurrents, ça va vous aider, mais se faire financer des gens en monnaie locale chinoise en tant que boîte étrangère, c'est pratiquement impossible, parce que les prêteurs étrangers ont très peu de ressources en Namibie, et vous l'avez dit. Mais vous savez, la difficulté de financement des entreprises de taille modeste, c'est la même chose qu'en Europe. Vous n'avez pas besoin d'être en Chine. À Angoulême, à Limoges ou à Augsbourg, vous avez les mêmes difficultés pour avoir des financements mis en place. Donc il faut vraiment des fonds propres. Se lancer dans une entreprise individuelle, personnelle, ce qu'on évoquait ce matin, il faut une volonté absolue, une persévérance, et puis tout de même un minimum de capital. Être sûr que les produits ou les services vont avoir un intérêt pour les clients qui vont financer rapidement. C'est les bons clients qui vont financer. Les banques, alors surtout depuis 2008, vous avez les annonces que la BCE a décidé, le centre de banque de Francfort, il y a 8 jours, ils remettent une couche de 400 milliards d'euros équivalent à disposition des 1507 banques qui méritent ce nom dans les 18 pays de la zone euro, la Lituanie rejoint l'an prochain, 99, à des taux ridicules, 0,15%. De façon à ce que ça soit réinjecté dans le système bancaire européen et qu'on sorte des taux de croissance de 0,18 jusqu'à 1% à 1,5 maximum. Donc, alors, raison de plus à appliquer ce raisonnement à l'échelle de cette filiale européenne, pas seulement française, dans des pays tiers comme la Chine ou l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas trop compter là-dessus. Alors, surtout éviter le shadow banking en Chine qui est tentant quand on n'arrive pas à financer le
shadow banking, c'est des personnes ou des entreprises qui prêtent à d'autres entreprises. Tous ceux qui n'ont pas le droit de prêter en Chine, qui vont spontanément nous proposer des taux sympathiques de 10% par mois, si votre tête leur convient, et des montants le plus importants, sans garantie, donc vous imaginez les modes de recours. On va passer aux questions de la salle. Premier, qui veut poser une question? Ils n'ont pas de micro, c'est pour ça que... Ah. Moi, Tu es autorisé. On peut faire comme action pour favoriser la coopération entre PME et grands groupes. Est-ce que c'est vraiment? Je pose la question à la salle. Je pose la question à qui saurait répondre. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a matière à améliorer les coopérations existantes. Oui. Oui, et dans l'intérêt des PME et aussi dans l'intérêt des grands groupes, en fait, dans l'intérêt mutuel. Et je pense que c'est une question de process. Étant passé par toutes les phases de rencontre de CEO, de patron, et d'aller voir ma secrétaire ou aller voir mon DRH, etc. Et après d'être engouffré dans un espèce de système très, très compliqué à gérer, je pense qu'en simplifiant ce système et en ayant une implication directe du dirigeant, c'est-à-dire un déclencheur, quelqu'un qui soit le déclencheur, ça favoriserait des choses. Je citerai un exemple qui est un groupe aéronautique français dont le CEO Monde a donné des consignes à ses directeurs pays, à ses dirigeants de zone, en disant essayer de favoriser les sous-traitants qui travaillent pour nous en France dans les différents pays. Et parce que cette personne a donné cette consigne, ça a été suivi. Donc moi, je pense qu'un déclencheur au plus haut niveau pourrait favoriser des choses, pas tromper ou autre. Oui, tout à fait. Vous en bas, mais ça montre aussi, ce qui compte, c'est qu'on n'a pas besoin de tout rapporter à son siège au niveau. Vous évoquez un sujet intéressant, je vous donne votre exemple, c'est la société Canton qui a profité de votre approche. Tout n'est pas fait en appel d'offres pour les grands groupes. Il y a heureusement un paquet de services, notamment de prestations, qui se font jamais. Et ça se fait pas parce que vous les connaissez, et parce qu'on les connaît. Et là, on n'est pas de 3-5% près au niveau de, votre exemple, ils sont meilleurs que d'autres, ça veut les prendre, vous les aider à ramener un peu le prix, puis c'est bon. Donc c'est ça l'approche. C'est sûr. Mais c'est mental. Ah oui, mais on revient au même point, c'est mental. C'est mental en France, mais ça change. Parce que ça doit changer, sinon on ne tiendrait pas à cet langage aujourd'hui. Mais ça dépend, à mon avis, des implications personnelles. La vie c'est personnel, l'entreprise c'est personnel, les échanges qu'on a aujourd'hui c'est personnel, tout est personnel. Donc oui, certes. Une entreprise c'est fait d'un paquet d'individus, que vous soyez 2 avec votre PME, ou vous soyez 12 000 ou 13 000 comme Sodexo en Chine. Oui, certains, quand on prépare encore la conférence, disaient c'est culturel français, c'est peut-être ce côté où on ne veut pas favoriser, on peut être républicain, on veut être très, très rigide sur les codes, et aussi peut-être de réseau, qui fait que l'accès est un peu plus difficile. Et les Français peut-être fonctionnent plus par réseau. C'était en tous les cas des points que j'ai soulevés. Aussi, à rajouter un point, c'est une vision plus globale. Alors il faut savoir que lorsque les grands groupes hésitent à prendre des boîtes françaises, cela nous défavorise non pas même en tant que boîte française, ça nous défavorise même en tant que puissance financière, en tant que perception que les Chinois ont de nous. Vous parliez du German Center, j'ai des clients allemands, vous allez au German Center, c'est une véritable pépinière d'entreprise. Vous parlez à un Chinois des Allemands, on dit ah ouais, des bons businessmen. On parle des Français, on veut parler d'art, ce qui est très très bien. Maintenant, il faut bien être conscient que la Chine, même en tant que gouvernement ou en tant qu'individuel, nous reconnaîtra lorsque nous serons vraiment une puissance financière. Et ça n'existera que si
les grands groupes aident nos PME et que nous montions tous ensemble, au lieu d'avoir, encore une fois, ces membres du CAC qui restent en haut et des PME qui restent en bas. Et encore une fois, c'est très français. On a des leçons à prendre de nos voisins allemands, qui reste un premier partenaire commercial et nous sommes le premier partenaire commercial de l'Allemagne également, avec 200 import-exportation. Mais alors c'est tout ce que fédéral. Les réformes des régions en France et des départements qui vont finir par se faire, la réforme, et l'européanisation croissante avec à terme pour les enfants, vos enfants, monsieur, vont dans ce sens-là. Il y aura, ça ne sera plus la France et le reste du monde. On dit Chine, centre du monde. Nous, on est un peu France et centre du monde. Le reste du monde existe. Donc, on a une question de scène. Oui, deux commentaires. Le premier, c'est que dans les grands groupes, comme vous dites, très souvent, l'organisation est intégrée. Si on prend les achats, par exemple, le responsable des achats de fournitures de bureaux va être à un endroit dans le monde et va définir la politique dans le monde. Et donc choisir les fournisseurs. Enfin, la liste des fournisseurs, après ça, les achats vont se passer localement. Donc, ce qui veut dire que le pouvoir même du directeur général d'un grand groupe en Chine est très limité. Bon, sans compter le fait que très souvent, c'était mon cas en particulier, je ne connaissais même pas le nom des acteurs individuels. Parce que je ne les voyais jamais. Je connaissais le responsable du service achats et qui me rendait compte de ce qu'il faisait. Mais après ça, dans le détail, ce dont